Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et c'est tout ce qui compte. On perd pas de temps car le chapitre était trop énorme et il y a trop de choses à dire, donc on enchaîne tout de suite avec le débrief de ce chapitre de malade mental. On commence avec une cover assez simple en apparence, elle rappelle beaucoup celle du chapitre 483, mais on va pas perdre de temps non plus là-dessus. Retenez simplement que c'est assez ironique de voir Koda ici, mais en avant sur cette cover, l'animal de la tortue puisque ça va être un grand sujet dans cette review, donc retenez juste ça. En attendant, on passe directement au cœur de ce chapitre de folie. On se retrouve avec Fujitora, qui semble assez mal en point, probablement dû à l'attaque des révolutionnaires. Ça fait parallèle à ce que disait Barbe Noire dans les précédents chapitres au sujet d'un affrontement entre eux pour sauver Kuma. Il semble désormais être en plein milieu d'un combat et échange avec Akainu au sujet de la destruction des Shichibukai. On apprend alors à ce moment-là que leurs forces et soutiens seront remplacés par le SSG. Alors moi je le traduis Super Saiyan God, mais je vous donne quand même la vraie traduction, c'est Special Service Group, qui est dans notre monde une sorte de compagnie antiterroriste constituée des forces spéciales de l'armée de terre pakistanaise. Donc concernant la racine, je la trouve assez intéressante parce qu'on peut voir deux éclairs de chaque côté. Moi, ça m'a beaucoup rappelé du coup l'emblème des Vinsmoke, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un petit éclair sur le crâne, et si je parle de ça, c'est pas pour rien forcément, parce que le père de Sanji travaillait par le passé aux côtés de Vegapunk, et avec cette nouvelle force spéciale, ça nous ramène à ce que disait déjà Fujitora dans le chapitre 905, quand il évoquait une création inouïe de Vegapunk qui permettrait de se dispenser de la force des Shichibukai. Donc sachant que Vegapunk est centré sur tout ce qui est mécanique, c'est très probable que cette force SSG soit composée de machines, dépassant je pense quand même très largement la puissance des Kuma Cyborg, peut-être même composée de machines similaires à ce qu'avait mis au point Judge avec l'armée des clones. La question est désormais de savoir si le gouvernement a pas un plan en tête en voulant peut-être se servir des Shichibukai comme d'armes dans le futur, tel Kuma comme on avait pu le voir par le passé. À voir en tout cas, hâte de découvrir cette nouvelle puissance cachée du gouvernement. Enfin bref, là, on passe désormais aux pages les plus apocalyptiques de ce putain de chapitre, la révélation sur les rocs et oh my god, j'ai pas les mots, je sais même pas comment je peux résumer un truc pareil, tellement c'est juste énorme. Alors je vais me calmer, je vais essayer de procéder par étapes pour réussir quand même à vous décortiquer ce flot d'informations qu'on vient d'avoir. Et pour ça on va déjà commencer par un petit résumé. Donc Son Goku apparaît pour raconter l'histoire des Rocks aux marines. On apprend alors qu'il y a 38 ans, une guerre a éclaté sur l'île de God Valley, opposant donc d'un côté l'homme qui avait le rêve de devenir non pas le roi des pirates, mais carrément le roi du monde, rien que ça, et qui se prénommait tout bonnement Rox D. Xebec. Donc l'équipage de ce capitaine, considéré carrément comme une organisation terroriste, était composé des trois futurs empereurs, Kaido, Big Mom et Barbe Blanche, ainsi que d'autres personnages qu'on a pu voir tout au long de One Piece tels que Shiki Lion d'Or, Captain John, et deux autres dont on ignore l'identité nommées la Hache d'Argent et Wang Zi. De l'autre, pour pouvoir arrêter ces monstres de puissance, une alliance a vu le jour entre Garp et nul autre que Goldie Roger, et a eu pour but de protéger les dragons célestes et leurs esclaves. Alors ça c'était pour le récap rapide. Maintenant qu'on sait les bases, on passe aux deux choses sérieuses et on va essayer de décortiquer tout ça. Parce que là vraiment c'est juste tout bonnement énormissime. Oda a mis vraiment un flot d'informations cachées qui ça va être donc dur de tout résumer sans oublier de choses, donc je vais vraiment procéder par étapes. La première chose déjà intéressante, c'est le nom du capitaine des Rocks qui est Rock D. Xebec. Parce que d'une part, il porte le D dans son nom, ce qui est déjà très intriguant, mais son design m'a beaucoup rappelé celui de Kenpachi dans Bleach. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce manga, je vous le conseille tout bonnement, hein, mais sincèrement, si ce mec-là a le même flow et la même puissance qu'un Kenpachi, moi, il risque franchement de me vendre du rêve, donc... j'ai bugué en voyant son design parce que ça m'a vraiment rappelé Kenpachi. De l'eau, Xebec peut se relier directement au nom d'un bateau, ce qu'on appelle le Chebek. Ce qui nous ramène ici à deux choses. Alors la première, c'est que c'est un bateau qui est d'origine hispano-arabe et qui sert pour le commerce ou la guerre. Quant à sa coque, elle s'apparente beaucoup à celle des galères, et les galères donc c'est un bateau. Et moi forcément quand on m'a parlé de bateau et de galères, je peux pas m'empêcher de penser à la fois à Pluton, mais surtout à la Galela Compagnie, puisque Galais se traduit par galère. On sait que les plans de Pluton ont été transmis de génération en génération à des constructeurs, cependant, jadis à Water 7, il existait 7 compagnies de construction, et c'est seulement depuis 5 ans qu'est née la Galela, rassemblant ainsi toutes les compagnies en une seule. Je me suis donc demandé à ce moment-là si c'était possible que Rock Xebec provienne d'une de ces familles et ait pu à son tour
avoir les plans de Pluton. Et du coup, ça expliquerait aussi pourquoi son nom est lié à celui d'un bateau. Donc est-ce que Xebec a un lien avec les plans de Pluton? Je sais pas, mais en tout cas c'est très intriguant. La seconde le relie directement au grand Barbe Noire, puisque le nom de son navire se nommait le Sabre de Chebec. On apprend également que l'équipage des Rocks vit le jour sur l'île des pirates nommée La Ruche, aussi en anglais Beehive. La dernière fois qu'on avait entendu parler de cette île, ça introduisait l'acte 2 d'Wano. Ici, ce chapitre pourrait alors faire place de la même manière à l'acte 3 cette fois-ci, mais surtout ça nous ramène une nouvelle fois à Barbe Noire puisqu'il y avait établi son QG. Si on se tourne un peu du côté mythologique, on apprend que l'abeille était réputée pour être l'insecte sacré qui reliait le monde naturel au monde souterrain. Ce qui nous ramène une nouvelle fois ici à Pluton, puisque ce dieu est comparable au roi des enfers, soit l'Underworld. Mais c'est pas les seules choses qu'on pouvait noter au sujet de cette île, parce que quand elle apparaît pour la première fois, Teach la décrit comme étant à l'origine du combat de Deviback et le paradis où se rejoignaient tous les pirates du monde entier. Et si on étudie un peu ça, on peut découvrir qu'une île similaire réunissant tous les grands de l'ère de la piraterie se nommait l'île de la Tortue. Et moi qui m'a dit île de la Tortue, ça m'a renvoyé aussi bien à la référence des tortues sur la cover de ce chapitre, mais surtout, ça m'a ramené très loin dans One Piece, et plus précisément à l'arc Jaya Skypiea. C'est à ce moment-là qu'on avait découvert le fameux bateau à tête de tortue, le fameux Saint-Brice. Et ce bateau pourrait contenir beaucoup de secrets et de liens. Alors déjà le premier, c'est que c'est grâce à lui que nos Mugiwara avaient trouvé la carte de Skypiea. Et plus tard, on a appris que cette carte formait donc avec Jaya et Skypiea un crâne, ce qui forcément fait écho à l'île de la Ruche. Le fait aussi que Mocktown, qui se trouvait sur Jaya, portait le même principe que Beehive, puisque c'est ici que se donnaient rendez-vous tous les pirates du monde entier. Ensuite, lorsqu'un des membres de cet équipage tombe du ciel, on peut apercevoir son crâne, accompagné d'un bandana, exactement comme le design de l'île où se trouvait BN. Par la suite, ce bateau se fera avaler par, devinez quel animal, encore une fois, une tortue. Enfin, ce bateau avait trois choses qui pouvaient le relier au gouvernement. La première par le fait qu'il portait pour nom Saint, soit le préfixe de chaque nom des dragons célestes. La seconde par son emblème qui rappelait beaucoup celui du gouvernement. Et enfin la dernière qui ici est reliée à une de mes théories où je vous expliquais que le symbole derrière le Gorosei pouvait faire référence au carré de Saturne. Et sa légende était inscrite sur le dos de devinez quel animal encore une fois. Je vous le donne en mille, une sauterelle. Non, je déconne. Une tortue, bien sûr. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a encore une possible référence avec la tortue, mais ça, je vais pas en parler ici. Alors, coïncidence ou vrai foreshadow entre cet équipage, le gouvernement et l'histoire des Rocks? Est-ce que cette île de la Ruche serait un miroir de Mocktown? Est Skypiea celui de Wano avec la référence au pays de l'or? Je sais pas encore, mais je voulais simplement que vous gardiez ces idées en tête et voir dans le futur si elles seront utilisables ou non. Désormais, après avoir étudié le capitaine et son QG, on va s'attaquer à son équipage qui vend très clairement du rêve. Et là, j'espère vraiment qu'Oda va consacrer des chapitres entiers sur cette grande guerre et ce qui a pu véritablement se produire à ce moment-là. Car là, vraiment, rien que d'imaginer ces monstres de puissance réunis, j'ai vraiment eu des frissons de malade. Mais bref, on va revenir à la composition de son équipage. On savait déjà pour Kaido et Mama, et d'ailleurs, je me demande si Strossen était à ses côtés à ce moment-là. Concernant Barbe Blanche, on était nombreux à avoir imaginé ça. Et ici, Oda nous le confirme bien, c'est une bonne chose. Et c'est donc ceux auxquels on ne s'attendait pas qu'on va s'intéresser ici. Alors le premier en lice se trouve être Shiki, qui était apparu donc dans le film Gold, ainsi que le chapitre 0. Alors j'ai décidé de pas m'attarder trop sur lui pour ceux et celles au cas où qui n'auraient pas vu ce film, donc je vais éviter d'en parler dans cette vidéo. Le second qui m'a beaucoup surprise est le Captain John. On l'avait découvert à plusieurs reprises dans l'arc Thriller Bark aux côtés de Moria, mais surtout grâce à notre cher Baggy qui était justement à la recherche de son trésor. Alors ici plusieurs choses à dire une nouvelle fois. La première est que quand Baggy cherchait ce trésor, il avait atterri justement sur une île au crâne, ce qui donc fait écho à nouveau à l'île de la Ruche. On sait également que ce trésor est trouvable grâce au bracelet qu'avait récupéré Luffy et qu'il a donné par la suite à Baggy sur Impel Down, puisqu'il s'agissait en réalité d'une carte qui indiquait l'emplacement du trésor. Et si on situe ça un peu dans les contes et légendes, ça pourrait alors faire référence à l'île au trésor de l'écrivain Stevenson, vu que le personnage se nommait le pirate Long John Silver. Enfin, la dernière info à son sujet nous avait été dévoilée dans un SBS par Oda suite à une question d'un fan. Il indiquait que les trous dans le corps de John étaient en réalité les marques laissées lorsque son équipage avait tué pour avoir gardé le trésor secret. Et personne n'a donc jamais su où il se trouvait, ce qui a créé sa légende. Et ici, ça rejoint totalement ce que disait Sangoku sur le fait que les membres s'entretuaient entre eux. Donc je sais pas vraiment ce qu'est ce trésor, mais au vu de la mort de John et de l'histoire qu'Oda a créée autour de cette légende depuis tout ce temps, c'est que ce trésor doit vraiment contenir quelque chose
chose de très précieux, mais on reviendra probablement sur ça dans de prochaines théories. Le suivant se nomme Silver Axe en anglais, qui se traduit par la hache d'argent. Alors c'est un personnage qui pour le moment nous est inconnu dans One Piece, mais si on se renseigne un peu sur son nom, il s'avère que ça fait référence à une race de poissons abyssales. Et qui dit poisson abyssal, attention, nous ramène alors à l'emblématique Katakuri, puisque par le passé, il avait été comparé à un poisson ogre à cause de ses dents, soit exactement un poisson abyssal. Ce qui pourrait alors sous-entendre peut-être, et je dis bien peut-être, que cet homme pourrait être le père de Katakuri. Ça pourrait en plus de ça coller avec le fait qu'il était dans l'équipage de ma chère petite maman adorée. Alors j'ai d'autant plus envie de savoir qui est ce mec maintenant. Enfin, on termine avec le nom du dernier membre connu de l'équipage des Rocks, j'ai nommé Wang Zi. Et là encore, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce perso, tout simplement parce que son nom fait référence à un très très grand pirate et qui se relie à beaucoup de choses de mes théories. Donc, pour résumer l'histoire de ce vrai pirate, il est d'origine chinoise et était devenu un contrebandier. C'est un pirate célèbre dans tout le Japon de par le fait qu'il soit originaire de l'importation des armes à feu dans le pays. Il était aussi nommé le roi sincère, mais surtout, écoutez bien, désigné comme le roi des pirates. Il a été également lié à ce qu'on nomme la route de la soie, et ça je vous en avais déjà parlé dans les théories des nerfs au sujet de l'origine du nom de Wano, le pays doré, puisque je vous expliquais que son nom prenait son origine du Japon, surnommé le pays de l'or Zimpangu, par Marco Polo, durant tout bonnement son périple sur la route de la soie. Désormais, si on relie ce personnage à cette même époque à Wano, je me suis demandé est-ce qu'il serait possible que cet homme soit pas le dragon apparu dans le ciel et que Ryoma aurait combattu. Parce que, souvenez-vous, Ryoma avait à la suite de ce combat hérité du nom de King. Et le nom de Wang Zi peut se traduire justement par prince en chinois, sans compter son surnom de roi des pirates. Si c'est le cas alors, on pourrait se demander si ce serait pas lui l'ancien propriétaire du fruit du démon de Kaido. En plus de ça, si le nom de cet homme prend racine véritablement de Chine, reste à savoir s'il pourrait pas être lié à Kano-Kuni, le pays dont est originaire Qinzhao, qui lui aussi dédie une grande histoire au sujet d'un trésor. C'est d'ailleurs ce sujet qui lui a valu une rancune envers Garp, ainsi qu'envers Rayleigh, sans qu'on ne sache véritablement la raison qui se cachait derrière tout ça. Alors, sachant que Qinzhao voyait en Barbe Noire l'incarnation du véritable roi des pirates, je serais quand même pas étonnée de savoir qu'il devait être un grand fervent admirateur du Captain des Rocks, qui se rapproche d'ailleurs de très près des ambitions de Barbe Noire. Donc, si Wang Zi était lié à Kano-Kuni, il se pourrait qu'à son tour, comme ses autres coéquipiers, il soit lié au secret d'un trésor. En tout cas, ce perso risque pour moi, je pense, d'être à l'avenir très très important, et tout comme ses coéquipiers, Oda a pas choisi de leur donner des noms au hasard, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme avec l'équipage de Roger, il y a une association à des métaux, l'or pour Shiki, Silver avec la hache d'argent, etc. En bref, la révélation de cet équipage est pour moi vraiment dingue. Donc je vais m'arrêter ici à leur sujet, parce que j'ai déjà consacré quand même beaucoup de temps dans cette review. Je reviendrai probablement dans de prochaines vidéos sur eux, si l'occasion en tout cas s'y présente. En attendant, on va cette fois s'intéresser à la fameuse guerre qui a opposé Garp Roger versus les Rocks. Alors accrochez-vous, parce que si vous trouvez que j'ai beaucoup décortiqué les infos de ce chapitre, c'est rien en comparaison de ce qui va suivre. Donc on va commencer par les infos les plus simples. Je vais aller assez vite parce que je n'ai qu'un seul mot pour une seule personne, vive Garp. Ce type, sincèrement, il a mon respect le plus total. J'aimais déjà ce personnage plus que tout, mais là... Ce charisme, bordel, cette légende qui l'entoure. Quand on sait qu'il est le grand-père de Luffy, quand on repense à l'exécution d'Ace, la manière dont Garp s'était comporté avec Akainu quand il lui avait failli lui faire bouffer le sol. Purée, qu'est-ce que j'aime ce perso, je le trouve mystérieux, à la fois drôle, à la fois badass. J'ai juste pas les mots pour Garp, c'est vraiment un personnage que j'adore. Et d'ailleurs ça m'a fait penser à un truc sur Vito qui disait au sujet de la bande dessinée de Sora, comme quoi elle servait à l'époque de propagande pour accroître le soutien envers les marines. Et là je me suis dit, mais attends, tu déconnes mec, il suffisait juste de raconter la vraie histoire de Garp pour comprendre que c'est pas une légende, c'est pas une propagande. Ce mec existe vraiment parmi la marine. Donc bref, j'ai pas les mots pour lui, et pour être sincère avec vous, ça m'a un peu éclipsé le fait que Roger était dans ce chapitre. Et ça craint, parce que c'est comme le roi des pirates. Mais j'avoue, Garp, je sais pas pourquoi dans ce chapitre, il m'a éclipsé tous les autres. Mais bon, je vais pas cacher quand même que là, rien que de voir cette mini case où tu dis Garp, Roger côte à côte en train d'affronter les monstres des futurs empereurs et le Capitaine des Rocks, j'avais qu'une envie, c'était quand même de voir ce combat en entier et surtout en anime, parce que je sais que là, Oda, il m'a vendu du rêve avec cette histoire.
Je trouve que c'est une des guerres qui m'a le plus intéressée de One Piece que j'ai pu voir jusqu'à présent. C'est vraiment une énigme là que j'ai vraiment envie de connaître, j'ai envie d'y être, j'ai envie de voir, j'ai surkiffé. Et forcément quand j'ai vu cette alliance entre la marine et Roger, ça m'a beaucoup rappelé le fameux projet des flottes pour ceux qui l'ont vu. Et on l'avait réalisé en fait sur la chaîne de Goji et avec d'autres youtubeurs One Piece. Et on pouvait expliquer en fait qu'une alliance entre la marine et les Mugiwara serait probable durant la troisième grande guerre finale. Du coup ici quand j'ai vu Garp Roger contre Rox, je me suis dit que du coup ça pourrait bel et bien aller dans le sens de ma théorie, où durant cette hypothétique guerre, une alliance entre Kobe et Luffy pourrait naître et ainsi vaincre Barbe Noire. Alors je sais pas si ça se produira, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'adorerais voir. Mais revenons au chapitre parce qu'on y apprend encore énormément de choses au sujet de cette guerre, parce que c'est de cette alliance que l'équipage des Rox a définitivement été annihilé. Ce qui m'a fait me demander s'il n'y avait pas un lien avec les mots de Sangoku au sujet du fait que cet équipage avait pas peur de s'entretuer. On a su que c'était le cas pour le Capitaine Jones, mais peut-être que c'était pas le seul et qu'en réalité Rox s'est perdu simplement en raison de son propre équipage. Donc je m'explique. Sachant qu'il y a très souvent des histoires de traîtrise dans ce genre de guerre, je me suis demandé si sa perte serait pas due à la fameuse dette que Kaido a envers Mama. Rox était considéré comme le plus grand ennemi de Roger et son équipage c'était des monstres indestructibles. Donc gardez juste en tête qu'il pourrait être possible que la perte de ce capitaine soit due à l'alliance secrète entre Kaido et Mama. Et peut-être même qu'en fin de compte, le pouvoir indestructible qu'a acquis Kaido aujourd'hui résulte peut-être du pouvoir de Rox grâce à l'aide du pouvoir de Mama. Désormais on va passer à la partie qui a le plus interrogé les fans, le nom de l'île où s'est déroulée cette grande guerre, j'ai nommé God Valley. Alors ici plusieurs références peuvent être citées, je sais pas pour là ou lesquelles Oda a vraiment opté au sujet de ce terme, mais il y en a une qui mérite à ce que je m'attarde plus longuement dessus, donc comme la vidéo est déjà très longue, je vois les minutes, oh my god, ils vont me tuer. Donc je vais garder cette partie pour une autre vidéo, ici je vais parler que de la référence la plus évidente, puisqu'il s'agit tout simplement du véritable nom God Valley au Mexique. C'est un décor qui avait été utilisé de nombreuses fois comme toile de fond pour les westerns, et du coup j'ai trouvé étrange que Oda puisse encore utiliser cette référence une nouvelle fois, puisqu'il avait déjà fait par le passé avec le lieu de l'affrontement entre Ace et Barbe Noire, et pour rappel, ce décor avait été réutilisé encore une fois sur une cover avec les Mugiwara au style cowboy. Alors est-ce qu'il y a un lien entre ces deux îles? J'en ai pour le moment aucune idée, mais si on continue quand même un peu la description de God Valley, on apprend qu'elle se trouve près de Mexican Hat Rock, et c'est un nom tiré de sa ressemblance avec le chapeau mexicain. Donc est-ce que le chapeau de Roger serait quant à lui originaire de God Valley dans One Piece? Ça reste à voir. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup se sont demandé au vu de la carte s'il pouvait s'agir de Raftel. Je pense vraiment pas, pour la simple et bonne raison qu'à plusieurs reprises, Oda a insisté en fait pour montrer que seul Roger avait atteint cette île. Il y aurait donc pas grand intérêt pour moi à ce que les Rox, les Dragons Célestes et même Garp y aient posé un pied 10 ans environ, je dirais, avant l'ascension de Roger. Donc cette île pour moi détient, je pense, bel et bien un secret, mais il n'y aurait aucune logique à ce que ce soit Raftel. Mais ça, comme je l'ai dit, j'y reviendrai plus longuement dans une théorie sur cette God Valley dans les prochains jours. On va terminer cette review avec les deux derniers sujets de ce long chapitre. Le premier qui était la révélation des primes des empereurs ainsi que celle du roi des pirates. Alors je dois admettre que j'ai pas été surprise plus que ça, à l'exception de Shanks, car dans une de mes reviews, j'avais misé sur Kaido qui se situait aux alentours de 3 et 4 milliards de berries, ce qui s'avérait assez bon. Cependant, je pensais vraiment que Shanks allait exploser le record de primes et allait aller jusqu'à genre 10 milliards de berries, au vu que j'avais lu un truc sur le fait que la prime de Shanks était la plus grande parmi les empereurs. Alors pour le coup, j'avais quand même fait vraiment large, mais c'est vrai que j'avais pas pris en compte le fait qu'il soit un pirate plutôt discret face à tous les autres, donc c'est moi pour le coup qui ai mal joué. Concernant les autres, plus qu'heureuse de voir celle de Mama, parce que tu vois la description Sangoku fait de cette femme, elle met tout le monde d'accord. Deuxième plus grosse prime après Kaido. Moi je dis respect, c'est juste un monstre de puissance et de mignonnerie à la fois, bref. Je vais pas parler pendant 3 heures sur elle vu que c'est mon perso préféré de One Piece. Sinon il y a aussi bien évidemment notre regrettée Barbe Blanche qui explose le compteur. J'ai pas grand chose à dire de ce côté là en tout cas, mais je vais terminer sur celle de Roger qui est la prime qui m'a pour le coup le moins surprise. Tout bonnement parce que c'est exactement celle que j'avais imaginée pour lui, pour la simple et bonne raison que dans une de mes théories je vous expliquais que Luffy était associé au chiffre 5 et que très probablement il obtiendrait sa prime en fonction de son chiffre fétiche, soit 5 milliards de berries. Sachant que Roger est son miroir, Oda a parfaitement respecté ça et même il est allé encore
plus loin parce qu'il lui a adopté le chiffre de Luffy, soit 5 milliards 56. Et chiffre 56, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu sur plusieurs covers avec Luffy et les autres. Donc vraiment très heureuse d'avoir su ça. Par contre, il y a une chose qui m'a un peu plus surprise pour le coup, c'est le fait qu'il soit dit que personne d'autre avant Roger avait eu une aussi grosse prime. Je pensais du coup que Rox aurait été quand même supérieur au vu du danger qu'il représentait à l'époque et qu'il soit considéré comme une organisation terreau, mais visiblement Raftel semble encore plus grave pour le gouvernement. Donc ce qui est sûr, c'est que je vous le dis, quand Luffy l'aura atteint et s'il réalise comme je l'avais déjà dit, la troisième grande guerre pour vaincre le gouvernement et révéler l'histoire du siècle manquant au monde, je sais pas à combien va s'élever sa prime, mais vraiment, elle va exploser les compteurs, je vous le dis. Enfin bref, on termine avec le dernier sujet de ce chapitre, celui sur Wano, avec un Akainu pas content du tout qu'on veuille toucher à ce pays. Ici, ça rappelle ce que je vous expliquais dans une review au sujet du fait qu'Akainu soit originaire de Wano, de par son tatouage et de la référence au personnage de Toyama no Kinsan. De l'autre, la phrase de Son Goku est lourde de sens puisqu'il s'interroge sur le fait que tout nous ramène à Wano. Et ici, idem, c'est exactement ce que je vous expliquais depuis le début de cet arc. Tous les pays de One Piece ou même personnages peuvent se lier à Wano. Et cet arc est tout pour moi sauf normal. Par exemple, East Blue avec le dojo de Zoro, qui aujourd'hui se relie au nom de Shimotsuki, originaire du pays des samouraïs. Reverse Mountain et Wano, que je vous ai expliqué avec la cascade qu'on devait remonter, et les torii flottants. Skypiea alias la cité d'or, en référence aujourd'hui à Wano, le pays de l'or. Le lien que je vous faisais entre le Tamatebako et le palais Ryugu, en référence au Japon et donc à Wano encore une fois. Le pays de Chopper qui porte tout simplement le nom de Sakura, qui est la fleur emblématique du pays du soleil levant. Thriller Bark est le parallèle des personnages avec Ryuma ou encore ce que j'ai pu vous expliquer sur les yokai de Kiku avec Margarita ou même les Omibozu. Toutes les îles, mais vraiment toutes les îles de l'arc du Nouveau Monde qu'on a découvert et où le point culminant de toute cette histoire se trouve ni plus ni moins à Wano. Et enfin, le gouvernement mondial dont on a appris qu'il était lié à Wano à travers le granit marin. En bref, Wano possède un lien avec presque tous les pays qu'on a pu visiter. C'est pour ces raisons que dans mes premières théories que j'avais publiées, j'en étais venue à me dire que l'île finale pourrait être alors Wano, ou du moins assimilée à un lieu détenant la dernière île, une île côtière ou une chose comme ça, puisque Wano c'est le pays qui est le plus disposé à faire connaître le secret qui se cache derrière l'histoire des poneglyphes et du siècle manquant. Et au vu que le peuple Kozuki est originaire de ce pays et qui sont les créateurs de ces pierres. Alors certains me diront peut-être, elles baffent et c'est pas possible, etc. Ils ont pas fini leur périple. Pour ma part, je pense sincèrement qu'Elbaf sera un arc transitoire, une sorte d'escale sur laquelle il faudra se rendre pour passer par exemple un Road Poneglyph où y trouver d'autres informations. Mais je crois pas qu'Elbaf puisse être en mesure de révéler autant de secrets que le pays créateur des pierres sacrées et capable de révéler la vérité sur le monde. Ils sont aujourd'hui face à l'une des plus grandes guerres qu'ils ont jamais affrontées. Je vois pas comment Oda pourrait conclure d'une meilleure manière le Nouveau Monde. Et ça, je m'explique rapidement. Dans les théories des nerfs, j'ai pu vous faire une frise en fait des airs en fonction des noms de l'équipage de Roger par rapport à l'hindouisme. Et je vous comparais donc les noms de chacun des métaux en fonction des étapes qu'a franchi Luffy sur Grand Line. Je vais vous remettre l'extrait rapidement pour ceux et celles qui n'avaient pas suivi et qui pourraient peut-être mieux comprendre avec cette vidéo. Tout comme les Aztèques ou encore les Hopis. La cosmologie hindoue indique que le monde fera l'expérience de 4 âges immenses, appelés aussi Yuga. La première ère désigne l'âge d'or, la seconde l'âge d'argent, la troisième ère est appelée l'âge de bronze, et la quatrième est nommée l'âge de fer, l'âge noir, celle dans laquelle nous vivons actuellement. De ces 4 âges, il est assez ironique de voir que c'est justement les noms qu'Oda a décidé de donner à l'équipage de Roger. Mais nous pourrions peut-être interpréter ça d'une manière plus profonde. Le premier chapitre s'intitule à l'aube d'une grande aventure, introduisant alors dès la première page l'exécution de Goldie Roger, lançant la quête du One Piece. Ainsi, l'âge d'or débute. Luffy formera son équipage tout au long de sa traversée sur la mer d'East Blue et conclura cette ère au chapitre 100, et ainsi débuta la légende, puisqu'il s'agit du chapitre annonçant l'entrée de Reverse Mountain. Vient alors la seconde ère, celle de l'argent au chapitre 101. Luffy débute enfin son aventure sur la première partie de Grand Line, celle du paradis. C'est sur cette mer qu'il fera la rencontre de Silver Rayleigh et sera confronté à la toute première guerre dans One Piece, celle de Marineford. De cette bataille, Luffy suivra un entraînement aux côtés du second Roger, amenant à une ellipse de 2 ans. Ainsi, l'âge d'argent soit la route du paradis s'achève au chapitre 600 intitulé L'île du nouveau départ. Et la nouvelle ère débute au chapitre 601 nommé En route pour le nouveau monde. C'est ici que Luffy se devra d'affronter cette fois la puissance des empereurs, laissant place à l'âge de bronze.
bronze. Et le bronze est justement le nom du tant attendu Coppergaban, prédit pour être rencontré dans l'arc Wano, et cela tombe bien car une guerre sans précédent se prépare aussi bien dans ce pays que du côté de la rêverie, rappelant alors l'âge d'argent et la guerre de Marineford. Ainsi, selon moi, lorsque Luffy aura été en mesure d'affronter les empereurs, hors Shanks et Barbe Noire, la mer du Nouveau Monde, soit l'âge de bronze, se conclura environ au chapitre 1100, laissant place à la dernière mer Raftel, et donc au dernier âge, celui du fer appelé l'âge noir, pouvant ainsi rappeler Barbe Noire. Donc, en bref, ici, le Nouveau Monde, ça correspondait à l'âge de bronze, soit le combat opposant Luffy à Kaido et Mama. De ce fait, pour moi, après cette guerre, la quête du monde se conclura et l'âge de bronze avec. Luffy atteindra alors la nouvelle ère, celle de la quête de Raftel, et donc l'âge noir l'opposant ainsi à Barbe Noire. Ainsi, en concluant de manière à ce que Wano soit considérée comme la dernière île du Nouveau Monde, Luffy pourra alors, dans la dernière partie, visiter les autres îles où les rods poneglyphes devront être déposés et Elbaf pourrait en faire partie. Enfin, je conclurai tout simplement cette hypothèse en vous disant que tous les chemins mènent à Rome. Et pour moi, c'est exactement la manière dont je prends la phrase de Sangoku. Tous les grands de ce monde mènent à Wano. C'est donc enfin la fin de cette review de dingue. Il y a eu énormément d'informations dans ce chapitre. Je m'attendais quand même à ce que de toute manière Oda insère un nombre conséquent d'informations dans les prochains chapitres. Mais quand même, je dois admettre que je n'attendais pas autant. Donc je pense que c'est pas fini de toute manière. On sera sûrement pas au bout de nos surprises dans les prochaines semaines et mois à venir. J'espère en tout cas que cette review vous aura plu. En attendant, je vous dis remettez-vous bien de vos émotions pour les prochains chapitres à venir et prenez bien soin de vous.